Attention, la vidéo que vous allez voir ne comporte aucun placement de produit. L'auteur de cette vidéo a juste eu la flemme de ranger son bureau. Par avance, désolé pour la gêne occasionnée. Bisous. Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui nous allons parler de Fastlane 2015. Premier match de la soirée, Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback contre Seth Rollins, Kane et Big Show. Alors pour une fois qu'on commence avec un tag team avec 6 catcheurs, je suis très étonné. On commence avec un tag, ok, mais c'est pas avec les Usos. Ma foi, match plutôt très intéressant, très sympa et en plus bien rythmé. Bon, ok, Eric Rowan n'a pas servi à grand chose. Kane du coup, pareil aussi. Ziggler était très actif. Ryback aussi, accessoirement. Le match était très sympa. Bonne réaction du public, on peut dire. Surtout le public qui scandait du coup « Feed me more » juste avant l'entrée de Ryback. Non, franchement, le match était vraiment très bon. Ryback plutôt actif face à Seth Rollins. Mais ça n'a pas suffi. Victoire quand même de Seth Rollins, Kane et Big Show. Après le combat, on peut noter également que tout le groupe de Seth Rollins, bien entendu, fait un passage à tabac sur le groupe de Dolph Ziggler. Et c'est là qu'intervient le retour de notre bien-aimé Randy Orton. Bon, toutes les news l'annonçaient pour le retour après WrestleMania, mais bon, ça aurait fait un peu beaucoup quand même, donc heureusement qu'il revient maintenant. La question est, quel match aura-t-il à WrestleMania? Personnellement, je pense à un match Seth Rollins contre Randy Orton, ce qui serait du coup beaucoup plus logique. Mais bon, ceci est un autre débat. Second match de la soirée, Stardust contre Goldust. Le match était plutôt moyen, il s'est pas passé grand chose, mis à part que le public scande Cody, et du coup commence à rendre Stardust un petit peu dingue, qui du coup rétorque que Cody est mort. Ouais, alors j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce scénar, mais bon, ça peut passer éventuellement. Le match était plutôt bon, moyen, ça dépend, c'est 50-50, chacun se fera son opinion là-dessus, mais victoire de Goldust quand même. Et ben ma foi, le match était plutôt moyen. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, mais bon. À noter quand même la petite altercation après en coulisses entre Goldust, Dusty Rhodes du coup, et Stardust. Pas grand chose à rajouter malheureusement. Voilà. Troisième match de la soirée, The Usos contre Cesaro et Tyson Kidd. Je précise, pour les titres par équipe. Match très sympathique. Malheureusement, c'est Jimmy Uso c'est Jimmy Uso qui, du coup, a été un petit peu en mode relax. Du coup, il n'a pas été à la hauteur par rapport à son frère, qui lui, du coup, a montré des choses très sympathiques. Mais le duo Tyson Kidd et Cesaro me semble vraiment très bon. Bon esprit d'équipe, le tag réagit plutôt bien, ils ont vraiment des réflexes de tag. On sent que c'est pas juste une association de deux mecs juste pour créer un tag, comme ce que faisait la WWE avant. Non, là on sent vraiment que les deux mecs sont ensemble, ils sont sur la même longueur d'onde, ils agissent ensemble, ils font ce qu'on demande d'un tag, tout simplement. Et ma foi, le match était plutôt sympa à voir. Bonne réaction de la part du duo Cesaro-Kidd. Les Usos aussi ne sont pas en reste, avec quelque chose des fois qui sont sympas. Le match en plus s'enchaîne sans forcément avoir de temps mort. Le match est vraiment plutôt bon. Et pourtant, victoire de Cesaro et Kidd, qui du coup deviennent les nouveaux champions par équipe. Non, franchement, c'est un match très sympathique. Et bon, en même temps, les Usos montrent des matchs très sympas, mais ça dépend en fonction de l'adversaire. Et là, faut dire que l'adversaire était à la hauteur. Alors, ce n'est pas un match, mais on peut quand même considérer. C'est quand même un affrontement face à face. Triple H face à Sting. En gros, ça n'a servi que pour faire la promotion du match Triple H Sting à WrestleMania. Bon, ok, Sting n'a prononcé aucun mot. De mémoire, je crois qu'il n'a prononcé aucun mot depuis qu'il est à la WWE. Alors, je précise bien, sous le personnage du Stinger. Il a prononcé quelques mots lorsqu'il y avait le panel pour WWE 2K15
lors du SummerSlam Weekend, mais en tant que personnage Sting, il n'a prononcé aucun mot. Et là, bah pareil, il parle avec sa batte. Voilà. Non, ce n'est pourtant pas un ancien joueur de baseball, hein, mais bon. Oui, je sais, il avait cette batte à la WCW, je sais. Mais bon, comme quoi, il n'y a pas besoin de parler pour être charismatique et pour pouvoir exprimer des choses. Sting en est la parfaite preuve. Donc du coup, bah, match Triple H Sting, pardon, annoncé pour WrestleMania, c'est officiel. Quatrième match du coup, Paige contre Nikki Bella pour le titre des Divas. Alors, un match pas bon, mais pas mauvais non plus. En gros, il reste assez moyen dans la forme, on va dire. Le match est pas mauvais, Paige a montré vraiment de très bonnes choses. Alors, au pay-per-view précédent, j'avais fait la remarque comme quoi elle était omniprésente parce qu'elle gueulait trop, etc., qu'on entendait trop sa grosse voix. Là, pour le coup, elle n'a pas parlé, elle a vraiment agi. Et le match était vraiment moyen parce que du coup, Nikki Bella n'a pas montré des choses tellement énormes. Mais pour le coup, Paige a montré vraiment des choses très sympas à voir. Ce qui fait que du coup, c'est un match en demi-teinte. À la fois gâché par la mauvaise performance de Nikki Bella et à la fois positif suite à la performance de Paige, justement. La question que je me pose, c'est est-ce que AJ Lee fera son retour prochainement pour participer à WrestleMania et du coup donner un peu plus d'intérêt? Imaginons un triple threat à WrestleMania serait quand même une très bonne chose. Mais quand même, je suis sûr qu'elle reviendra pas. Enfin, sûr, à 50%. Mais concernant le match, bah... 50-50. Je reste sur ma faim, mais quand même. J'espère juste que pour WrestleMania, ils nous prévoiront un match de bien meilleure qualité. C'est tout ce que je demande. Cinquième match, Dean Ambrose contre Bad News Barrett pour le titre intercontinental. Alors, le match, si on peut appeler ça un match, n'est pas mauvais en soi. Par contre, la fin était vraiment merdique. Et c'est du Dean Ambrose, encore une fois. Le mec, à croire qu'il aime se faire disqualifier dans ses matchs. Non, mais sérieusement, vous avez déjà vu une victoire de Dean Ambrose en solo dans un pay-per-view? Parce que là, je commence à m'inquiéter, là. Entre Seth Rollins, Bray Wyatt, maintenant Bad News Barrett, je commence sérieusement à m'inquiéter si un jour il aura une victoire en pay-per-view. Parce que là, c'est souvent par disqualification. Bon, ok, en même temps, c'est du Dean Ambrose, donc le mec est un peu foufou dans sa tête. Mais quand même, du coup, victoire par disqualification de Bad News Barrett qui conserve le titre, mais Dean Ambrose se barre avec le titre. Ce qui du coup, moi sur le moment, j'ai pas très bien compris, parce qu'en plus je n'ai pas entendu l'annonce de l'annonceur pour savoir qui a gagné le match, c'est super. En tout cas, j'ai pas dû faire gaffe si ça a été dit. Donc... ouais, il y a beaucoup de fins de merde en fait sur la plupart des matchs de ce pay-per-view, c'est assez étrange. Petit segment surprise. On pense que c'est l'entrée de l'Undertaker, ça ressemble à l'entrée de l'Undertaker, ça a l'odeur de l'entrée de l'Undertaker, ça ressemble à l'entrée de l'Undertaker, et des mecs qui du coup poussent un cercueil aux abords du ring, ils ouvrent le cercueil, et qui est dans le cercueil? Bray Wyatt. Oui, non mais... j'ai dit, hein, ça ressemblait, hein, mais non, ça n'était pas ça. Tout ça pour lancer possiblement un match à WrestleMania, Bray Wyatt contre l'Undertaker. C'était quand même bien réussi. C'était bien réussi, je trouve. Hein. Moi, personnellement, bon, bah, certes, les sites de news l'annonçaient, mais de là à aller jusqu'à reprendre tous les codes de l'Undertaker, c'était quand même bien joué, c'était bien trouvé. Seul Kane aurait pu faire ça s'il était encore dans son personnage. Mais là, c'était bien joué, je trouve. Voilà. Segment qui, du coup, était quand même bien sympathique et qui, j'espère, apportera quelque chose de bon sur les semaines suivantes. Même si, pour le coup, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de l'Undertaker en WrestleMania, vu que la streak est brisée. Une revanche face à Brock Lesnar pour récupérer la streak aurait été intéressante. Mais là, du coup, je suis assez étonné qu'il souhaite poursuivre, à moins qu'il souhaite relancer une streak, qui sait. Mais je suis assez surpris qu'il souhaite encore faire des matchs face à l'Undertaker. Un match face à Sting aurait été logique, ou face à Brock Lesnar, numéro 2, aurait été logique. Mais bon, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner du coup. Donc, à suivre. Sixième match, John Cena contre Rusev.
pour le titre de champion des États-Unis. Alors, le match en lui-même, je suis assez étonné de voir John Cena pour un titre secondaire. Ça aurait pu être un match simple du coup, mais là franchement, je suis extrêmement déçu. Déçu dans l'ensemble où franchement j'avais l'impression de revivre la même chose que ce qu'il y a eu avec Biggie il y a quelques mois de ça, ou encore Jack Swagger, ou encore avec d'autres également. Là franchement je suis fortement déçu parce que ça n'a rien apporté. Vraiment. Bon, ok, à certains moments j'ai cru que Rusev allait faire abandonner John Cena, ce qui du coup le Never Give Up n'aurait plus lieu d'être. Mais non, monsieur est tombé dans les vapes. Victoire quand même de Rusev. Donc non, je suis fortement déçu de ce match. Ouais, fortement, voilà, là je suis très déçu. Mais bon, c'était à prévoir un match avec Rusev. J'ai l'impression que les matchs de Rusev se suivent et se ressemblent. Il n'y a pas de match meilleur que d'autres. Là pour le coup, surtout avec John Cena, je suis vraiment très déçu. Et le main event de la soirée, Daniel Bryan contre Roman Reigns pour déterminer le challenger numéro 1 qui affrontera Brock Lesnar à WrestleMania pour le titre de la WWE. Oui, c'est très long comme titre. Alors, oui, non, je suis très mitigé. J'ai pas grand chose à dire. Daniel Bryan se donne à fond, je suis d'accord. Roman Reigns, en l'occurrence, par contre, ça sent tout de suite le mec qui est mis en avant, alors qu'au final, le mec n'a pas fait ses preuves du tout. Beaucoup le comparent à John Cena. Je suis désolé de vous dire, mais John Cena a été mis en avant. Mais a été mis en avant en faisant ses preuves. C'est-à-dire que le mec, il s'est d'abord fait la main en solo, au début de carrière, puis après, il a eu la chance pour avoir des matchs pour le titre US, et par la suite, il a eu les matchs pour les titres polo. Mais Roman Reigns ne s'est absolument pas fait la main sur un titre solo secondaire. Il a été champion tag avec Seth Rollins, mais il n'a pas eu de titre solo. Je veux dire, Dean Ambrose a été champion US, donc titre solo. Seth Rollins, c'est Monsieur Money in the Bank. C'est pas un titre, mais c'est une considération solo, ça me paraît solo. Roman Reigns, en l'occurrence, ça sent vraiment le mec peuché pour tout de suite être dans le main event. Ok, ça sent tout de suite le mec qui remportera le titre à WrestleMania. Je suis très déçu parce que là, pour le coup, moi, à mon sens, n'a pas réussi à me convaincre. Et du coup, j'aurais vraiment voulu que ça se finisse sur no contest et qu'il y ait un triple threat pour WrestleMania. Mais pas du tout. 2 ans de suite, ça aurait été un peu bizarre, mais bon. Non. Ah, franchement, là, je suis très déçu. Pour moi, c'est Daniel Bryan qui a fait tout le match à lui tout seul, quasiment. Et malheureusement, c'était pas lui qui remporte le match. Victoire de Roman Reigns, malheureusement. Oui, malheureusement. Là, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Le match était vraiment très moyen. Et pour un main event, ça craint. En conclusion, alors, faut quand même se remettre dans le contexte. Le pay-per-view remplace Elimination Chamber, donc du coup pas de match en cage. La raison est simple, la plupart des arènes américaines sont équipées d'écrans géants en hauteur de l'arène, ce qui du coup rend impossible l'installation d'une cage. Ça c'est l'explication donnée par Stephanie McMahon. Malheureusement le pay-per-view était aussi diffusé en même temps que les Oscars. Donc ce qui fait qu'en termes de concurrence, ça se voit énormément qu'ils sont limités et que du coup, peu importe ce qu'ils vont faire, ça aura un impact face aux Oscars. Je ne connais pas les audiences de l'un ni de l'autre, mais bon, franchement, je suis terriblement déçu. Pour moi, le Road to WrestleMania de cette année, avec le Royal Rumble, le pay-per-view Royal Rumble, je parle pas du match, et Fastlane, pour moi, sont totalement fades. C'est pour moi l'un des plus mauvais Road to WrestleMania qui m'a été donné de voir, je précise. Je parle de ceux que j'ai vus, c'est-à-dire sur le moment, pas des rediffusions. Là pour le coup je suis excessivement déçu. La plupart des matchs n'étaient pas forcément bons et surtout possèdent une fin de merde. C'est vraiment la particularité de ce pay-per-view, de ce que je retiens en tout cas.
Il y a quelques bonnes trouvailles. Le retour d'Orton par exemple, moi personnellement je l'attendais pas du tout à ce moment-là, je pensais qu'il serait revenu à un Raw par exemple. Ou comme les news l'annonçaient, au lendemain de WrestleMania, mais ça aurait été du gâchis parce que il manque cruellement des main eventers. Certes on a eu, pour le pré-show on a eu encore une fois une pseudo-altercation entre The Miz et Miz Dow, mais bon, non franchement pay-per-view très moyen.